Nous allons étudier le DAF Kaf Aleph dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons 18 lignes à la fin du DAF Kaf Amud Bet. Be'a mina Ravuna Berchinina Merav Sheshet. Question qu'on pose à Rav Sheshet. Amocher Beit Bebate Arechoma. Celui qui achète une maison dans une ville fortifiée. Nig'al al Chatzain ou Eno Nig'al al Chatzain. Est-ce qu'il peut libérer celui qui a vendu? Est-ce qu'il peut libérer sa maison, donc récupérer sa maison en la rachetant des années restantes? La Chatzain, en partie ou pas. On est encore une fois dans cette halachot-là, de celui qui vend son terrain. Normalement, les territoires d'Israël sont séparés en tribus et en familles. Celui qui vend, dans certains cas, peut racheter, à une certaine période pour racheter. Et dans certains cas, s'il n'a pas racheté pendant une certaine période et que le Yovel arrive, la chose lui revient. Donc par exemple, dans Seder Chouza, un terrain donc, hérité comme ça de famille depuis Yoshua bin Nun, on a 2 ans, on ne peut pas la racheter. À partir de 2 ans, on peut racheter. Et si on ne rachète pas pendant les 2 ans, les années restantes, dans tous les cas, au Yovel, il revient dans la main de la personne. La question ici, c'est Batar et Choma, qui fonctionne différemment. Puisque Batar et Choma, on a 1 an pour la racheter. Et si on ne la rachète pas au bout d'1 an, on ne pourra plus jamais la racheter. Maintenant, la question, c'est par rapport à une autre halakha. Par rapport au fait de racheter, mais de racheter avec une somme qui n'est pas complète. Celui qui n'a pas la somme complète disponible, est-ce qu'il peut racheter une partie des années restantes ou pas? On a vu que pour le Sde Achouza, on ne peut pas. La question étant, quelle est la ici pour Beit de Batar Echoma? Donc c'est la question. Est-ce que Nigal Achatzain, est-ce qu'on peut racheter, même si on n'a pas la somme totale, racheter à moitié? Ou non Nigal Achatzain. Geulato Misda Achouza Gama. Est-ce que on apprend du mot Geulato, les deux mots qui sont marqués à la fois dans Batar et Choma et à la fois dans Sede Achouza, pour dire que ça marche de la même manière. De la même manière que le terrain, Sede Achouza, on ne peut pas racheter les années restantes si on n'a pas la totalité de l'argent disponible. C'est marqué Vesi Gayado ou Matsak et Geulato. Sa main a eu l'argent disponible pour tout racheter. Est-ce que c'est la même chose aussi qu'on demande pour une maison qui était vendue dans une ville fortifiée? Mas de Achouza ena nigelet lechatzain, de la même manière que le Sde Achouza, le terrain n'est pas racheté à moitié. Af ha'inami ena nigelet lechatzain, pareil, ce serait pour la maison, Odinma ou peut-être. Echad égale égale, echad logale. Que peut-être que non. Là où la Torah a précisé de manière claire que ça ne marchait pas, ça ne marche pas. Et dans notre cas, c'est pas précisé. Donc peut-être que ça marchait la question d'Agmara. L'Agmara va répondre avec un raisonnement. Un raisonnement de Rabbi Shimon. Ce raisonnement de Rabbi Shimon n'est pas dans notre cas, il est appliqué sur Magdish. Un Magdish, encore un autre cas. On a parlé de celui qui vend son terrain à un particulier. On a dit pendant 2 ans, il ne peut rien faire. Et après, entre 2 ans et le Yovel, il peut racheter les années restantes. Et quoi qu'il a, s'il ne rachète pas, ça lui revient au Yovel. La personne qui l'a acheté ne l'a acheté que pour une durée déterminée. Maintenant, celui qui est Magdish, celui qui donne son terrain au Beit HaMikdash. Il donne au Gizbar du Beit HaMikdash pour que le Gizbar du Beit HaMikdash en fasse ce qu'il en a envie. À ce moment-là, c'est particulier. Parce que, soit dans tous les cas, le Gizbar du Beit HaMikdash peut la vendre à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, au Yovel, ça reviendra au Kohanim. Et quoi qu'il arrive, s'il ne le rachète pas avant le Yovel, dans tous les cas, ça ne lui reviendra pas. Donc on a ici un cas particulier. Et justement, par rapport à cela, Rabbi Shimon fait un raisonnement. Et le raisonnement que Rabbi Shimon applique dans celui qui sanctifie son terrain, donc il va faire un raisonnement entre celui qui vend un particulier et celui qui le donne au Ekdesh, au Beit HaMikdash. Et ce raisonnement que Rabbi Shimon a fait, on va l'appliquer à notre question, qui est celle de Batar et Choma. Marli et Midrashot chez Rabbi Shimon, de l'étude de Rabbi Shimon, Nishma, on va apprendre chez Lové Vegoel Achatzain, que l'on peut, pour une maison fortifiée, dans une ville fortifiée, on peut la racheter si on n'a pas toute la somme, ou même si on emprunte une partie de la somme. Détania, car c'est marqué. Ve'im Gaol dans une braïta, Im Gaol Igael, la partie du verset qui nous dit que Ve'im Gaol Igael et Tasadeh à Magdish Oto Vechoule, on nous dit que on peut être Goël. Mais la mettre chez Lové Vegoel Achatzain, ça nous apprend que dans certains cas, on peut, oui, racheter à moitié. Amar Rabbi Shimon, Mata'am. Pourquoi la Torah a dit que celui qui sanctifie son terrain peut le racheter en attendant, même s'il n'a pas l'argent en caisse disponible? Mata'am, pourquoi? Les fiches chez Matino et Mocher, c'est des achouza chez Fekocho, chez Imigia Yovel, Velo Nigala, Chosavet le Baale Abba Yovel. Pourquoi? Parce que celui qui vend sa maison en particulier, il a une chance. Pourquoi? C'est que qu'il la rachète ou qu'il ne la rachète pas, ça lui reviendra au Yovel.
Du coup, Ura Kocho, Shenolove Vegoel, Vegoel Achatsain. Du coup, comme il a une facilité à la fin, c'est que ça lui reviendra toujours, la Torah n'a pas facilité son rachat entre-temps. Puisque dans tous les cas, ça lui reviendra au Yovel, on n'a pas eu la nécessité dans la Torah de lui permettre de racheter sans avoir la liquidité, d'emprunter ou de racheter à moitié. Par contre, Rabbi Shimon nous explique pourquoi la Torah a autorisé le Magdish, puisque Magdish, celui qui sanctifie, Ura Kochosh, Yemiga Yovel, Velonigala, le Salakoni Bayovel, que lui, par contre, le temps est compté. Si le Yovel arrive, il a perdu son terrain, définitivement. C'est pour ça que la Torah a dit Ve'im Gaol Igal. La Torah a dit Gaol Igal, il faut qu'on laisse la possibilité au Magdish de pouvoir le libérer de toutes les manières. Im Gaol Igal de deux manières, soit la manière classique, soit même en empruntant de l'argent, ou en donnant qu'une partie de la somme, en donnant la suppléta, Yufa Kocho. On a renforcé sa force. Chez Love Vegoel, Vegoel Achatsein, qu'il peut emprunter ou qu'il peut payer qu'une partie des années restantes. Et donc on a ici un raisonnement de Rabbi Shimon. C'est pas un corban, c'est pas... Non, on ne peut pas faire un corban. Non, alors Magdish, oui, mais Magdish, il donne la chose, mais c'est surtout pour sa valeur. Puisque dans tous les cas, on ne pourra pas faire de ce terrain ou de cette maison un corban. Donc c'est la valeur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il redonne la valeur. Il dit voilà, je vous donne la valeur et je récupère au moins le terrain ou la maison. Et donc là, ici, ce raisonnement que Rabbi Shimon applique à celui qui sanctifie. Donc c'est quoi le raisonnement? C'est que le type de bien qui revient naturellement à la fin au Yovel à la personne, n'a pas besoin d'avoir des facilités de libération pendant les années restantes. Pourquoi? Parce qu'en tous les cas, il reviendra. Celui qui par contre n'a pas naturellement ce bien qui lui revient, il faut absolument l'aider à libérer, à récupérer son bien. Et donc du coup, celui qui est Magdish sur le même terrain, entre le fait de le vendre en particulier ou le fait de le sanctifier, en fonction de la difficulté ou pas de la fin, on est plus ou moins méquille au départ. Et donc on va faire la même chose chez nous. Haï mocher, mais pareil chez nous pour celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée. Il verra kochoshim, mais la aloshana temima, velonigala nechlat, puisque lui, c'est même pas au Yovel, c'est au bout d'un an. Si au bout d'un an il n'a pas racheté sa maison, il perd sa maison, et c'est une vraie vente. Ufa kochosh chez l'ové vegoel, vegolachatzain, a fortiori. Ici dans ce cas-là, on va lui laisser pendant cette année le récupérer quoi qu'il arrive, et à la limite emprunter et ou payer qu'une partie restante parce que on ne veut pas encore une fois. On veut l'aider à récupérer son bien alors que son temps n'est que de 1 an. Maintenant, ça, c'est le raisonnement de Rav Sheshet, puisque la question a été posée à Rav Sheshet. Et du coup, la Gemara maintenant va objecter. Donc, selon Rav Sheshet, avec le raisonnement qu'il a appliqué de Rabbi Shimon, on aurait une preuve que finalement, on peut, oui, emprunter ou ne payer qu'une partie quand c'est Batar et Choma. Et on objecte avec une braïta, et dans cette braïta, il y aura un raisonnement. Et dans ce raisonnement, on verra que la braïta considère qu'au contraire, celui qui vend une maison Batar et Choma, il ne peut pas emprunter ni payer qu'une partie. C'est marqué V'im Gaol Iga, le même verset qui va du Magdish, qui dit que là-bas, le Magdish peut emprunter ou payer qu'une moitié, mais la Mesh Love Vegoel Achatsain. Et pourquoi on a eu besoin de ce verset? Chez Chol Valodinhu, j'aurais pu faire un Kalvachomer. Quel Kalvachomer? Oma Mocher Zdachuza, si déjà celui qui vend un terrain en particulier, chez Afekocho, qu'il a la facilité à la fin, chez Imiga Yovel Velonigala, que Yovel, s'il n'a pas racheté, Chosaet le Balé avec Yovel, ça lui revient naturellement. Ura Kocho, malgré tout, Ura Kocho, donc même si lui il a une facilité d'être libéré à la fin, il a tout de même une difficulté chez Enlove Vegoel Achatsain. Il ne peut pas, par contre, être acheté sans que l'argent soit disponible. Magdish, celui qui sanctifie, qui est encore plus difficile à libérer puisqu'il ne se libère pas naturellement à la fin. Shura Kocho Shemiga Yovel Velonigala, Yotsala Kohanim Yovel, que Yovel, si on l'a pas racheté, ça revient au Kohanim. Et on dit a fortiori, Shura Kocho, que sa force est faible, chez En Love Vegoel Achatsain, qu'on ne peut pas le racheter sans argent disponible. Ça, c'est le raisonnement qu'on aurait pu faire. Et donc, comme on avait un raisonnement Kalvachomer, la Torah a dit Vim Gaol Igal. La Gemara dit maintenant, mais ce Kalvachomer, il n'est pas évident. Pourquoi? Mal et Mocher Sadeh Achouza, chez Ken Ura, Kochol Igal Miyad. Comment peux-tu comparer Sadeh Achouza, un terrain qui est vendu en particulier, qui a finalement une difficulté qu'on ne peut pas le racheter tout de suite, parce qu'on a dit qu'il fallait 2 ans. Thomas Magdish, chez Fekochol Igal Miyad. Comment tu peux comparer avec celui qui sanctifie son terrain, qui lui peut le racheter tout de suite? La Gemara repousse là et dit Mocher Ba'it bebatar echoma yochiach. La preuve que ton objection n'est pas bonne, c'est celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée.
Pourquoi? Que là-bas, chez Yafek Kocho Liga El Miad, qu'on peut la libérer tout de suite. Ve'en love vegoel achatzain. Et on voit, c'est la Braïta qui le dit clairement. La Braïta dit que celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée, même s'il peut la racheter, il peut la racheter tout de suite, il ne peut pas la racheter en empruntant de l'argent ou en ne payant qu'une partie. Le reste du raisonnement, on va le revoir dans la suite. Mais en tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que dans cette Braïta, on a un Kal Vachomer. Le Kal Vachomer est objecté. Et l'objection du Kal Vachomer est répondue en disant quoi? Que l'objection du Kal Vachomer n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que tu vois bien que celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée ne peut pas la libérer s'il n'a pas l'argent liquide, s'il emprunte ou s'il donne qu'une partie. Donc l'halakha de Rav Sheshet qui est fait par raisonnement, en disant le raisonnement de Rabbi Shimon, je l'applique ici aux villes fortifiées et ça fait que le type ne peut pas, peut oui payer s'il n'a pas l'argent disponible en empruntant en payant qu'une partie. Et on a une braïta qui dit clairement que non, en sachant qu'au-delà de ça, il y a aussi un type de raisonnement qui est totalement différent. On a vu tout à l'heure dans le raisonnement de Rav Sheshet et de Rabbi Shimon, le raisonnement c'était quoi? C'est que si c'est difficile de racheter à la fin, si ça ne vient pas naturellement, si le terrain n'est pas libéré naturellement, ne revient pas à son propriétaire, on va faciliter au départ sa libération. Et inverse. Si à la fin il ne revient pas naturellement, donc du coup, ici, on a fait le raisonnement inverse. On a fait un Kal Vachomer. Donc si déjà celui qui est difficile à libérer, il est facile, a fortiori. Et là, c'est un raisonnement qui est totalement opposé. L'Agmara, ici, va répondre, ça répondra à toutes les questions. Lokashia, c'est pas une question. Harabanan, Harabi Shimon. Un, c'est Rabanan, et un, c'est Rabbi Shimon. C'est quoi la particularité de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il est Doresh Tarmadikra. Rabbi Shimon, il dit que les logiques qu'il y a dans les halachot de la Torah nous permettent de déduire d'autres halachot. Le fait de dire, comme le Rambam ou Sefer Chinour, que telle mitzvah, c'est pour telle raison, c'est une chose. Le fait d'appliquer cette raison pour justement créer d'halachot, ça c'est Rabbi Shimon. Et donc Rabbi Shimon, lui, il prend la Torah dit voilà, ce terrain-là, il revient naturellement au Yovel. Mais ce terrain-là, on ne peut pas emprunter pour le racheter. Moi, Rabbi Shimon, je pense que la raison, c'est parce que comme c'est justement facile de récupérer à la fin, on ne va pas le faciliter de le récupérer au début. Quand par contre, c'est difficile de récupérer à la fin, il ne revient pas naturellement, on facilite. Ça, c'est la logique de Rabbi Shimon. Et cette logique, effectivement, emmène Rav Sheshet à dire que selon Rabbi Shimon, dans le cas de celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, comme au bout d'un an, il ne pourra plus la récupérer, c'est sûr que pendant les 1 an, on va l'aider. Ça, c'est le raisonnement de Rabbi Shimon. La Braïta qui dit que celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée ne peut pas la racheter avec un argent emprunté pendant cette année-là, c'est celui qui fonctionne comme Rabbanan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déduire d'halachot de ce qu'on comprend des halachot de la Torah, simplement on fait un Kal Vachomer. Au contraire, le Kal Vachomer, si déjà c'est difficile de le libérer à la fin, a fortiori au début, et donc du coup, ce sont deux logiques totalement séparées. La Gemara va encore apporter des contradictions. Tane Chada, Love Vegoel, Vegoel Chassain, Vetania Idach, et Love Vegoel, Vegoel Chassain. On a une braïta qui dit qu'une ville, une maison dans une ville fortifiée, on peut, oui, la racheter en empruntant, oui, racheter une partie des années, et une autre braïta qui dit l'inverse. Pareil, Lokashia, Harabanan, Harabi Shimon, là aussi, c'est pas une contradiction. Quand on dit que ça marche pas, c'est Rabbi Shimon. Quand on dit que ça marche, c'est. Quand on dit que ça marche, c'est Rabbi Shimon. Quand ça marche pas, c'est Rabbanan. Et par rapport à cela, Siman, pour se rappeler, Cheresh, Chavash, Zeman. Maintenant, Amale Ravacha, Bere de Rava, les Ravashi. On va reprendre maintenant le fameux Kal Vachomer. Maintenant, on reprend sur le Magdish. On a dit que celui qui sanctifie sa maison, au Yovel, ça ne lui reviendra pas. Mais par contre, il peut libérer son terrain. Il n'attend pas 2 ans comme celui qui l'a vendu en particulier. Il peut le faire dès l'instant où il l'a donné au Beth Amikdash. Mais, par contre, on a dit, au Yovel, ça ne lui revient pas. Et on aurait pu penser, par Kal Vachomer, on aurait pu penser que du coup, il ne peut pas emprunter. Il ne peut pas emprunter. Kamash Malan, Veim Gaol, égal, que oui, il peut emprunter ou payer qu'une partie. Là-dessus, sur Kal Vachomer, Amalé Ravacha Bere de Rava les Ravashi, on a dit à Ravashi, Ikal et mes frères, on peut objecter au Kal Vachomer, Malé Mocher, Baï de Bata Rechoma, Sheken Ura Kocho Ligael Miyad, Thomas Bemagdish, Chef et Kocho Ligael Olam. On a voulu prouver que l'objection du Kal Vachomer ne tenait pas avec l'histoire des maisons de Bata Rechoma. Après, on a arrêté le raisonnement pour poser la question sur Rav Sheshet, mais maintenant on la reprend en disant, mais c'est pas pareil là-bas. Les maisons qui sont dans les villes fortifiées, c'est particulier. Pourquoi? Parce que chez Kenura Kochol Igal Leolam, ça ne peut pas être acheté à vie. Au bout d'un an, on a dit on ne peut plus racheter. Thomas Magdish, tu ne veux pas comparer avec le Magdish. Chez Ufa Kochol Igal Leolam, que lui
peut être acheté les olam. Alors l'olam ici c'est jusqu'au yovel. Amalé Ravacha Saba les Ravashi. Maintenant donc Ravacha Saba il a répondu à Ravashi. Mishum de kalemema yedarnina tete bema atzad. Donc la Gemara dit finalement c'est un kalvachomer un peu particulier qui n'est pas fait à partir d'un élément, mais à partir de deux éléments. Lorsqu'on a un kalvachomer et que ce kalvachomer, donc ce kalvachomer c'est si le fort n'y arrive pas, a fortiori que le faible n'y arrivera pas, ou si le faible y arrive, a fortiori que le fort y arrivera. Et parfois, on a une objection. On dit non, mais là-bas, c'est particulier à cause de ça. C'est peut-être ça qui fait que ça marche. Ou peut-être ça qui fait que ça ne marche pas. Lorsqu'on voit que finalement, c'est pas vrai, puisque chacun n'a pas la particularité et le mode de fonctionnement s'applique, on fait un ma'atzad. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a en commun dans deux halachot qui ont ce fonctionnement-là. Tu vois bien que c'est pas cette particularité qui fait que, c'est pas l'autre non plus, que chacun n'a pas ce que l'autre a. Donc c'est le ma'atzad. C'est quoi le ma'atzad? Mocher sadeh achuza yochiach. Donc on reprend le raisonnement. Mocher sadeh achuza yochiach. Celui qui vend un terrain te prouvera chez Ufa kocho ligael le'olam que lui, il peut être libéré jusqu'au yovel. Ve'en love vegoel vegoel achatzain. Et que lui ne peut pas libérer son terrain sans argent disponible. Et là-bas, on va dire aussi, ah mais là-bas, il a un défaut, c'est qu'il ne peut pas être acheté tout de suite. On a dit qu'il fallait 2 ans. Et les maisons te prouveront que non. Pourquoi? Parce que lui n'a pas besoin de ça. Donc on voit finalement que on a plusieurs halachot. On a celui qui vend son terrain, donc c'est Achouza, celui qui vend son terrain à un particulier. On a celui qui finalement vend sa maison, qui est une maison dans une ville fortifiée. Et dans ces cas-là, chacun a une particularité. Celui qui vend son terrain à un particulier, le terrain, on a dit que lui ne peut pas le racheter tout de suite. Il a 2 ans, il ne peut rien faire. Par contre, on a dit celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée, il peut racheter tout de suite. Et celui qui est Magdish aussi peut racheter tout de suite. Et on voit que malgré tout cela, on voit que quoi qu'il arrive, ça n'a pas d'incidence sur le fait que l'on puisse racheter avec un emprunt ou racheter que des parties, qu'une partie des années restantes. Et donc du coup, chacun te prouve que c'est pas le fait de pouvoir être acheté tout de suite ou pas qui fait que l'on peut emprunter pour acheter. Donc pourquoi? Parce que tu vois bien que à la fois le terrain qui est vendu en particulier, qui finalement lui ne peut pas être acheté pendant les 2 premières années, et à la fois la maison fortifiée qui dans la ville fortifiée qui elle peut être achetée tout de suite, tu vois bien que les deux n'ont pas la possibilité d'être achetés pendant la période possible, d'être achetés avec un argent qui n'est pas disponible, avec un argent emprunté, ou de n'acheter que les parties des années restantes. Et donc du coup, tu as la preuve que c'est ni cette particularité ni l'autre qui fait que. Donc vechazaradin, l'oreisé kéreisé, c'est pas ça et c'est pas ça. Donc du coup quoi? Atzad achevé chez Bahem, chez Nigalim. On voit bien qu'on a 2 halachot. Celui qui vend un terrain en particulier, celui qui vend une maison de ville fortifiée. Les 2 halachot sont des halachot qui ont le point commun que quoi? Que finalement, elles ne que tu ne peux pas les libérer avec un argent emprunté ou avec une partie de l'argent nécessaire. Du coup, Afani Avi Magdish, Shenigal, je vais dire que ce sera la même chose pour celui qui sanctifie son terrain. Celui qui sanctifie son terrain, ce sera la même chose. Il ne peut pas le racheter avec un argent emprunté. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il est comme celui qui a vendu son terrain à un particulier ou celui qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée. Ce sera pareil. Et ne me dis pas que c'est la particularité de chacun qui fait que, puisque la particularité de chacun, l'autre n'a pas. Un, il peut être acheté tout de suite. L'autre, il ne peut être acheté qu'au bout de 2 ans. Et tu vois bien que ça n'a pas d'incidence sur cette halakha, puisque les deux ont en commun le fait qu'on ne puisse pas emprunter pour acheter. Pareil pour celui qui sanctifie. Et donc du coup, c'est ça le raisonnement. Kalvachomer Amarle Marzoutra Bere de Rav Marie les Ravina. Objection à Ravina. Et quel est mes frères qu'on peut objecter? Malé Atzad Achavé Shebahem Sheken Ura Kocham Ligel Beshana Shnia. Thomas Ben Magdish Shiouf Akocho Ligel Beshana Shnia. Ah non, moi j'ai encore un point commun qu'il y a dans les deux qui fait que. Tu sais, toi, donc, encore une fois, on est dans la fameuse Braïta qui voulait apprendre le pasouk dans Magdish, celui qui sanctifie. D'où je sais que celui qui sanctifie, j'ai besoin d'un verset pour m'apprendre qu'il peut emprunter. C'est parce que sinon j'aurais fait un raisonnement à partir des deux. C'est des Achouza, celui qui vend un terrain en particulier, celui qui vend une maison. Et on a dit que ce n'est pas la particularité de chacun qui est le fait d'être acheté la première année, les 2 premières, ou pas du tout. C'est pas cela.
Alors, on a dit c'est le point commun qu'il y a entre eux. Donc maintenant, il y a aussi un point commun qu'il y a dans les deux qu'il n'y a pas dans Magdish. Et c'est peut-être ce point commun-là qui fait qu'on ne peut pas racheter avec un argent qui n'est pas disponible, mais qu'on n'a pas chez nous. C'est quoi le point commun qu'il y a entre la maison dans une ville fortifiée et le terrain? Le point commun, c'est quoi? C'est que les deux ne peuvent pas être achetés la deuxième année. Rappelez-vous, celui qui vend une maison dans une ville fortifiée, il peut la racheter que la première année. Donc à partir de la deuxième, et la deuxième inclus, il ne peut plus libérer son bien. Celui qui a vendu un terrain, il peut la racheter qu'à partir de la troisième. Quel est le point commun? C'est que les deux, pendant la deuxième année, ils ne peuvent pas. Selon celui qui vend une maison dans une ville fortifiée, la deuxième année, c'est le début d'une longue période où il ne pourra plus jamais le libérer. Et dans le cas où il vend un terrain, c'est au contraire. C'est la deuxième année, c'est la dernière année où il ne peut pas racheter avant qu'il puisse le libérer. Et donc du coup, la Gemara propose, non, peut-être que c'est ça. Peut-être que le fait que ces deux halachot-là aient en commun le fait que la deuxième année on ne peut pas libérer, peut-être que c'est ça qui fait qu'on ne peut pas emprunter pour les libérer dans les années, en tout cas où c'est possible. Et du coup, tu n'aurais pas eu de raisonnement pour me dire que c'est pareil dans Magdish, celui qui sanctifie, et donc on n'a pas besoin d'inverser pour prouver l'inverse. Amalé Ravina répond, Mishum de Kalemé, on peut répondre, Aïved Ivri, Alimka, Lovek Kochavim Yochiach. Le Aïved Ivri, le serviteur juif qui est vendu à un non-juif, te prouvera que ça n'a rien à voir. Pourquoi? Car on voit que lui, il est libérable la seconde année, et pourtant, on ne peut pas le racheter avec un argent emprunté, on ne peut pas le racheter si on n'a pas l'argent de toutes les années restantes. Et donc du coup, on a la preuve de Aïved Ivri, on a la preuve finalement que ce n'est pas le fait d'être racheté la deuxième année ou pas qui a une incidence sur le fait de pouvoir acheter avec emprunt ou d'acheter qu'une partie des années restantes. Et donc du coup, on a bien un raisonnement qui est un ma'atzad. C'est quoi le tzad achevé chez Bahem? C'est qu'on a deux halachot qui sont à la fois celui qui vend son terrain, un particulier, ou celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée. Les deux ont en commun le fait qu'on ne peut pas libérer le terrain si on n'a pas l'argent disponible. On aurait dû dire la même chose pour celui qui magdish, qui sanctifie. Kamash malan, vim gaol igal, c'est pour ça que la Torah dit, vim gaol igal, la magdish, celui qui magdish, il peut gaol igal, il peut libérer de deux manières, la manière classique et de manière particulière qui le fait d'emprunter ou de ne payer que les années, une partie des années restantes. Ça, c'était sur cette question-là finalement. Est-ce que l'on peut racheter avec en empruntant donc une ville dans une maison fortifiée? C'est une marloquette finalement entre Rabbi Shimon et Rabbanan qui est liée à l'avis de Rabbi Shimon qui pense que Darshinan Tarmadikra que l'on peut déduire d'Alachot en fonction de la compréhension que l'on a des Alachot de la Torah. Be'amine, nouvelle She'ela Ravuna. Rabbi Chanina mais Rav Sheshet, toujours c'est Ravuna, fils de Chanina, qui demande à Rav Sheshet, Amocher Baïd de Batar Echoma, Nigal Akrovim, O en Nigal Akrovim. Est-ce que on peut finalement contraindre celui qui a acheté la maison dans une ville fortifiée? Est-ce qu'on peut le contraindre à libérer la maison si un des proches, donc celui qui vend en général, c'est parce qu'il a une situation délicate, et si la Torah dit que Ododo, Ben Dodo, si un oncle, un cousin vient et veut lui racheter son bien, le libérer, est-ce qu'on peut contraindre celui qui a acheté le terrain de le rendre? C'est la question. Geulato, Geulato, Misdeh Achouza Gama. Est-ce qu'on apprend Geulato de Sede Achouza? Donc, ma Sede Achouza, Inanigal Achatsain, Venigelet Lakrovim, Afnami, Enigal Achatsain. Pareil chez nous. Est-ce qu'on va dire que celui qui vend le terrain à un particulier, on a dit un terrain Sede Achouza, on a vu qu'on ne peut pas racheter à moitié, mais par contre, on peut forcer l'acheteur à le libérer lorsque des proches veulent le payer. Et pourtant, Nigal Achatsain, Nigal Akrovim, Odilma, Kiktiva Geula Bechatsain, ou Dektiva, Bekrovim, Loktiv. Est-ce que finalement, cette notion-là de Nigal, de Geula, elle a été marquée Bachatsain et pas Bakrovim? En gros, est-ce que on a dit tout à l'heure que la question qu'il y avait entre Sede Achouza et Batar et Choma était liée aussi à la dracha. Est-ce qu'on fait une dracha Geulato? La question c'est si on l'a fait ce qu'on l'a fait entière, ou est-ce qu'on ne la fait pas? Amarle répond de Rav Sheshet. Et non égal, on ne peut pas. Donc celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée, il ne peut pas, s'il a un de sa famille qui vient, cette personne de la famille ne peut pas contraindre la personne à lui vendre. Étivé on objecte. Ou frôle et reste. Alors avant de faire ces
Ces objections-là, il faut d'abord partir du principe que céder à Chouza, donc un terrain qui est vendu, et un Eved Ivri, et un serviteur qui est vendu donc à un non-juif, c'est sûr qu'on peut les libérer contre le gré de l'acheteur. Donc celui qui a acheté, un goy qui a acheté un serviteur juif, ou un juif qui a acheté un terrain, céder à Chouza, c'est sûr qu'un des proches de la famille peut venir et le contraindre à céder contre la valeur des années restantes. Ça, c'est certain. La question qu'on se pose, c'est par rapport à une ville dans une maison fortifiée, et par rapport, plus tard, on posera la question par rapport à un serviteur juif qui est vendu à un juif. Donc là, c'est la Gemara ici. À chaque fois, on va partir du principe que Seder Chouza, un terrain, et un Eved, un serviteur qui est vendu à un non-juif, c'est pas shoot. On sait très bien que l'on peut contraindre la personne à le vendre aux proches. Et donc, du coup, à chaque fois, le chidouche d'une braïta, ce serait de nous dire que ce serait la même chose pour les villes dans les maisons fortifiées et pour celui qui est vendu aussi à un juif. Et tu veux un object. Oufrol eres achudatrem, geoula titoular. C'est marqué au sujet du Yovel, Oufrol eres achudatrem. Mais dans toutes les terres de Achouza, geoula titoular, vous libérez, vous donnerez une libération à la terre. Que veut dire ce verset-là? La Braïta nous dit les rabot, batim, va eved ivri. C'est venu nous rajouter le fait qu'on libère à la fois les maisons et à la fois les serviteurs. Alors c'est quoi qu'on les libère? Maïlav, Batar et Choma. N'est-ce pas que les maisons ici que l'on dit qu'on va libérer, c'est Batar et Choma, c'est les maisons des villes fortifiées. Pourquoi? Parce que, a priori, le reste on le sait déjà. Agma dit lo, Bat et Chatserim. Non, on ne parle pas de maisons dans des villes fortifiées, on parle de maisons dans des villes normales. Agma dit Bat et Chatserim. Maintenant, mais les maisons qui sont dans les villes non fortifiées, c'est déjà marqué clairement dans la Torah. C'est marqué au Bata Chatserim, machin en la em choma saviv, al cédé ares et chachev. Que finalement, les maisons qui ne sont pas dans des villes fortifiées sont considérées comme des terrains classiques. Or, les terrains classiques, on connaît le fonctionnement. Terrain classique, donc au Yovel, ça revient. Et en attendant, on peut forcer la personne à nous la vendre. La Gemara, elle dit non, on a besoin de deux versets. C'est vrai que tu as raison, il y a un verset qui nous dit que c'est libérable, et un autre verset qui va dire quoi? Haou, les kov en chova. C'est pour obliger les proches à racheter. Veliba de Rabbi Eliezer, comme Rabbi Eliezer. Donc on verra ici qu'on a une marloquette. Certains pensent, une marloquette, est-ce que les proches ont le droit de racheter ou est-ce que les proches ont également l'obligation de racheter? Détania, c'est une braïta. Vegaal et imka ahiv. On parle de quelqu'un qui a un proche, Vichiamur achicha, ou macham achodato, celui qui s'est appauvri et qui a vendu son bien, ou va goalo akarovela, et vient son libérateur qui est proche de lui au niveau de la famille, Vegaal et mimka ahiv, et il va libérer l'objet vendu de son frère. Et on a ici une question. Reshut ata omer, reshut ou eno el achova. Est-ce que la Torah qui dit que son proche viendra et le libérera, est-ce que c'est une possibilité? C'est venu nous apprendre que dans un terrain classique, on ne parle pas d'une ville fortifiée, parce que c'est la question qu'on pose justement. Dans un terrain classique, est-ce que la Torah est venue seulement nous apprendre que le proche peut venir et contraindre l'acheteur à lui revendre le terrain en question? Tamoloma veish kilo et goel. Donc la question se pose, c'est une obligation ou est-ce que c'est une autorisation? Rabbi Yoshua répond, on l'apprend de l'autre verset qui dit quoi? Veish un homme kilo et goel. Lorsqu'un homme n'aura pas de libérateur. Elle m'a dit veish adam be Israël chez no goalim. Est-ce que c'est possible qu'un homme n'ait pas de libérateur? Intéressant ce raisonnement, c'est quoi? Est-ce que c'est possible que quelqu'un n'ait pas, un juif n'est pas quelqu'un de sa famille? Alors on peut dire oui, pourquoi? Il peut avoir une famille qui n'est pas nombreuse ou il peut avoir perdu sa famille. Non, pourquoi? Parce que la famille, c'est Zera Yaakov, c'est la descendance de Yaakov Avinu. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il reste des juifs, il reste de la famille. Et donc, ce qui veut dire que techniquement, selon la Torah, s'appelle Goalo au sens très large du terme, n'importe quel juif, est considéré comme un proche de la famille qui peut éventuellement libérer. Et donc du coup, quand la Torah dit ah, s'il n'a pas de proche, comment elle peut parler qu'il n'y a pas de proche? Il y a forcément un proche. Et là, Zesheshlo, c'est celui qui a un proche, mais qui n'est pas très proche, qui est éloigné au niveau, on va dire, familial, mais qui reste un proche au niveau de la Torah, mais qui ne veut pas racheter, qui n'a pas une proximité familiale. On est juste arrière, petit cousin depuis Yaakov Avinu, mais c'est pas suffisant pour que j'ai envie de racheter ton terrain. Shareshut biado, et la Torah nous apprend que donc il a la possibilité d'ivrer Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Yoshua nous dit que sur la halakha qui dit que sur un terrain normal, les proches peuvent venir acheter. On a une question, est-ce qu'on peut ou est-ce que l'on doit?
Est-ce que le proche a l'obligation? Le fait que la Torah dit ah, s'il n'a pas de proche, eh bien tant pis pour lui. Ça veut dire qu'on imagine que c'est possible que le proche ne soit pas obligé parce que c'est forcément qu'il y ait un proche. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de proche. Il y en a un quand on dit qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas assez proches pour le faire. Et donc on voit bien que c'est une possibilité, non pas une obligation. Rabbi Eliezer Omer n'est pas d'accord. Vega al nimkahiv chova. Le fait justement qu'on ait répété Vega nimkahiv, c'est une obligation. Ata Omer chova oeno la reshut. D'où le set amuloma ufrol eres achudatchem geulat titnon la res, c'est les deux versets. Vega al nimkahiv, le fait qu'il libère, on ne sait pas encore si c'est une obligation ou une autorisation, ou frol eres achudatchem geula titnon la res, en répétant vous libérez la terre. C'est une manière encore une fois de dire que cette fois c'est une obligation de la libérer. Akatuv keva'o chova. La Torah en a fait une obligation. Donc du coup, on répète la question qu'on avait, c'est est-ce que les maisons dans les villes fortifiées, on s'est un peu écarté du sujet, est-ce que les maisons dans les villes fortifiées sont libérables par un proche ou parce que le proche peut venir contraindre l'acheteur de lui vendre. Par rapport à cela, on avait apporté une braïta qui avait l'air de dire que on nous apprend que l'on peut libérer les maisons. Alors c'est quoi les maisons? On dit a priori c'est les maisons dont on parle. Parce que les maisons classiques c'est évident. Non, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que c'est mieux d'apprendre que les maisons classiques, non seulement tu peux, mais tu dois les libérer. C'est comme Rabbi Eliezer. Donc du coup on n'a pas de preuve contre ce qu'on a dit. Donc pour l'instant ce qu'on a dit, que les villes fortifiées, les maisons qui sont dans les villes fortifiées, a priori, on peut très bien penser comme Rav Shechet, qu'on ne peut pas forcer l'acheteur à les vendre. Amarle Rabanan. Rabanan disent à Ravashi, Vamrela Ravina. Les Ravina qui disent que c'est Ravina qui a dit à Ravashi, Bish la malemande Amar, la Ravol Batarechoma, et il nous dit Bechol. Celui qui dit que ça vient rajouter Batarechoma, les villes de Arechoma, de villes fortifiées. Je peux comprendre, parce qu'il y a marqué Bechol, dans toutes les terres. Et là, les Mandé Amar, les Rabot Bater Chatzerim, Maï Bechol, celui qui dit que ce verset est venu juste nous parler des maisons qui sont des terrains, pourquoi il y a marqué Bechol? Il aurait suffi de dire Geoula, ce verset en fait a deux choses qui ne sont pas nécessaires. Ouvrol eres achudatrem, et dans toutes vos terres. Pourquoi toutes? On a dit ouvre eres achudatrem, on va dire, donc le mochol est en trop. Et en plus, Geoula titenu laret, vous libérez la terre, ça c'est en trop. Donc on doit dire quoi? Geoula titenu laret, c'est venu nous apprendre que non seulement on a la possibilité, mais on a même l'obligation, mais le mot ouvrol, a priori, il devrait nous apprendre autre chose. Et donc ça va plus comme ceux qui disent que ça vient nous apprendre que finalement même les maisons, les villes fortifiées, sont rachetables par les proches sans demander l'avis de celui qui l'a acheté. Donc contre Rav Shechet, mais ce n'est pas une question cachée, ce n'est pas une question qui est très très forte. Et Tivé, Abaye, maintenant on a une objection avec une braïta. Encore une fois, le même type de raisonnement. Matal Mouloma Igaleno, 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 c'est marqué 3 fois Shalosh Parmi dans la Torah Igaleno. Harenim Kargeolati Alaretz, Echad Mechav Igaleno. Après c'est marqué Ododo, Obendodo Igaleno. Deuxième fois. Omish Abesaro, Mimish Parto Igaleno. 3 reprises, c'est marqué Igaleno. Pourquoi 3 fois? Les rabot, Kol Ageulot, chez Nigalot Kasederazé. Pour nous apprendre finalement que toutes les Geulot se font dans l'ordre. C'est quoi l'ordre? Dans le terrain qui est vendu à un particulier, la Torah nous donne l'ordre de proximité. Au dodo, au ben dodo, au she'amechav, soit son oncle, soit son cousin, soit après un autre de la famille. Donc la Torah nous apprend les degrés de proximité. C'est d'abord à son oncle de faire la mitzvah, après c'est aux enfants de son oncle, donc ses cousins et ainsi de suite. On nous explique la proximité. On aurait pu penser que cet ordre n'existe que dans les rachats des terrains à un particulier, Kamash Malan, que non. Tout celui qui a vendu une maison, un terrain, lui-même en tant qu'esclave, à un non-juif par exemple, tout celui qu'on a la possibilité et la mitzvah de racheter, toute cette personne-là, il y aura toujours le même ordre qu'Assedef, puisqu'il y a marqué Igaleno, 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 l'Exerachava. Et donc du coup, nous on a l'impression quoi? Maïla, Vatare Choma, Vedivri, n'est-ce pas que les autres halachot? On a dit que 3 halachot, Igaleno, Igaleno, Igaleno. Donc un, on sait que c'est pour le terrain. On a dit c'est quoi les deux autres? C'est les maisons dans les villes fortifiées et le serviteur juif. Parce que c'est ça les questions qui sont importantes, intéressantes. La dit lo, ou non, non. Les deux autres c'est quoi? C'est les maisons qui sont dans les villes non fortifiées et c'est d'Achouza et les terrains. La dit mais ça c'est évident. Mais c'est marqué clairement dans la Torah. C'est marqué dans la Torah clairement que les maisons dans les villes non fortifiées seront comme des terrains
Et les terrains, c'est très bien que c'est marqué clairement qu'on peut les libérer. La Gemara dit dans Kedamar, Rav Nachman bar Yitzhak, les Karov Kodem. En fait, on a expliqué déjà un peu avant ce qu'a dit Rav Nachman bar Yitzhak, c'est pour nous apprendre l'ordre en fait. Que quand on dit que Igaleno, c'est pas pour nous apprendre que finalement dans les trois cas on peut racheter, ça effectivement on le sait. C'est nous apprendre que l'ordre des oncles et des cousins est gardé à Hanami, les Karov Kodem. Donc j'ai un peu devancé la Gemara, mais pour comprendre la question était au départ qu'on pensait que Igaleno, c'était pour dire que finalement le fait que celui-ci peut le libérer, ça nous apprend qu'on peut libérer même l'autre et même l'autre. Alors si c'est ça, pour qu'il y ait un chidouche, il fallait que ça parle des maisons des villes fortifiées. La réponse de la Gemara dit ça n'a rien à voir. On n'est pas en train d'apprendre que l'on peut libérer, on est en train de parler d'Alachot où on sait qu'on peut libérer, donc les maisons des villes non fortifiées, les terrains et ainsi de suite, et les serviteurs. Simplement ici, le chidouche, c'est que dans toutes ces libérations, on gagnera le même ordre dodo, ben dodo, vechoulé. Maintenant, au passage, donc pour l'instant Rav Shechet, on a eu une petite objection, mais pas très méchante. Rav Shechet continue de penser que Enon Igal, que celui qui vend sa maison de ville fortifiée ne peut pas la racheter. Au passage, on a dit que sur une objection, on a répondu comme Rav Nachman bar Yitzhak, que finalement, c'est venu nous apprendre l'ordre. Cette réponse de Rav Nachman bar Yitzhak, on l'a transposée, mais en fait, elle a été dite ailleurs. Et Chaïtmar, de Rav Nachman bar Yitzhak, où a été dit cette halakha de Rav Nachman bar Yitzhak? Aha, sur cette chose-là, la question s'est posée. Avait dit vrai Nimka Israël Nigal Akrovim, ou Enon Nigal Akrovim. C'était l'autre question intéressante. On a dit que ceux qui sont rachetés par les proches, on les connaît. C'est le terrain normal. C'est une maison dans une ville non fortifiée qui est assimilée à un terrain. Et celui qui est vendu en tant qu'esclave à un non-juif. Ces trois-là, on sait qu'on peut les libérer. Les deux questions qui étaient intéressantes, c'est que fait-on d'une ville, d'une maison d'une ville fortifiée et d'un serviteur juif vendu à un juif? Est-ce qu'on peut forcer là aussi l'acheteur à libérer si on paye les années restantes? Là, on a posé la question par rapport aux villes fortifiées. Là, maintenant, on pose la question par rapport aux serviteurs. Et c'est là-bas que Rav Nachman bar Yitzhak a parlé et on a transposé cette réponse dans la halakha présente. Aliba de Rabbi, l'otiba elach. Déjà, ne pose pas la question pour Rabbi. Pourquoi? Rabbi a dit, il a fait un raisonnement a fortiori qu'on a étudié il y a quelques jours, qui disait que mi sheino nigal be'ele nigal be'shesh ve'choulé. On a dit quoi? Si déjà celui qui ne peut pas être libéré par les proches, celui qui ne peut pas être libéré par les proches est libéré au bout de 6 ans, on parle du Réveil d'Ivry. A fortiori, celui qui est vendu à un non-juif. Donc du coup, dans le raisonnement qu'a fait Rabbi, il a clairement émis comme hypothèse que celui qui est juif, qui est vendu à un juif, donc un esclave juif vendu à un juif, ne peut pas être libéré de force par les proches. Soit il se libère à lui-même, mais les proches ne peuvent pas venir et contraindre l'acheteur à revendre les années restantes. Alma l'omifrak. Donc c'est clair que ici on ne peut pas le libérer. Kiti va elach. Lorsque la question se pose, aliba de Rabbanan, selon Rabbanan. Ma yafinan sachir sachir, velo daché galeno. Est-ce que l'on apprend sachir sachir? Donc d'apprendre finalement que de la même manière que celui qui est vendu à un non-juif peut être libéré de force par les proches, pareil celui qui est vendu à un juif, il sera libéré de force par les proches. Velo daché igaleno. Et on ne dira pas la dracha de igaleno pour dire que chacun est différent. Qu'il n'y a que celui qui est vendu à un non-juif et pas celui qui est vendu en Israël. Odilma ou peut-être, Igalenu, Lazé, Vélo Laacher. Ou est-ce que finalement, c'est l'inverse? On dit Igalenu au sujet de celui qui est vendu à un goy. On dit justement, lui Igalenu, lui sera libéré par les proches, mais pas le même serviteur qui est vendu à un juif. Lui, par contre, Lo Igalenu. Donc la question reste entière. Est-ce que, de la même manière que celui qui est vendu à un non-juif, les proches peuvent libérer contre le gré de l'acheteur, est-ce que c'est pareil lorsque l'acheteur est un juif? Tashma vient apprendre avec une braïta. Oufra la choudatrem geoula titenu l'aretz, c'est la même braïta qu'on a citée précédemment, qui disait que pourquoi c'était marqué oufrol eretz choudatrem geoula titenu l'aretz, prend répété, les rabots, batim, verivri, pour rajouter les cas des maisons et des serviteurs. Et là aussi, on reprend le même logique qu'on a eu au départ. Maïla bate arechoma. A priori, si ça vient nous apprendre qu'on peut les libérer, c'est venu nous apprendre quoi? C'est venu nous apprendre a priori qu'on parle des serviteurs et des maisons qu'on ne sait pas qu'on peut libérer, puisque les autres on sait déjà. Donc m'a dit non, Aved Ivri, Animka, Oleove Kochavim. Non, t'as qu'à dire qu'on parle du Aved Ivri qui est vendu à un non-juif. Donc m'a dit, c'est pas chose, ça on le sait. Aved Ivri, Animka, Oleove Kochavim, activé, c'est marqué. Au dodo, au ben dodo, égal, c'est marqué clairement que celui qui est vendu, son oncle ou son cousin le rachètera. La Rabbi Yoshua. La Gemara dit pourquoi on a eu besoin de dire ça dans la Braïta? Pour nous apprendre que selon Rabbi Yoshua, même selon Rabbi Yoshua,
celui qui a un proche qui a été vendu a l'obligation de le racheter. On a vu tout à l'heure que lorsque c'était un terrain, on a un proche à nous, l'Arléno, qui s'est appauvri, comme il s'est appauvri, il a vendu son terrain à un juif. La question est-ce que le cousin ou l'oncle qui a de l'argent a l'obligation de lui libérer son terrain ou il a juste la possibilité? C'est une marque location. Rabbi Yoshua, il a la possibilité. Et si la Torah dit que s'il n'y a pas de libérateur, s'il n'y a pas de proche, alors qu'il y a forcément un proche, c'est qu'en fait on donne la possibilité de ne pas le faire. Ça c'est dans le terrain. Par contre, dans le Haved Ivri, dans le serviteur, il n'a pas le choix. C'est pour ça que la Torah a répété Geulot Titnu Laaretz pour les rabots, le Haved, que le Haved, quoi qu'il aille, lorsqu'il est vendu à un non-juif en tout cas, on a l'obligation des proches de le racheter. Tashma, maintenant, viens répondre à cette question encore une fois. Est-ce que le Haved Ivri, cette fois qui est vendu à un juif, est-ce qu'on peut forcer le juif à le revendre? Matamuloma Igalenu, 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 Shelosh Pa'amim. Pourquoi c'est marqué 3 fois Igalenu? C'est la même Braïta. Tous les raisonnements qu'on a fait par rapport au terrain se refont ici par rapport au serviteur. Et c'est là-bas que Rav Nachman bar Yitzhak a parlé. Et donc nous on l'a transposé du Haved au terrain. C'est quoi là-bas? Les rabot kol geulot, shenigalot kasederazé. C'est pour apporter toutes les geulot. C'est-à-dire que de la même manière qu'on peut libérer un serviteur, on peut libérer un terrain et on peut libérer une maison qui n'est pas dans une ville fortifiée. Agmani malak batar echoma, mais Haved Ivri animkale Israël. Agmani, n'est-ce pas que c'est venu nous apprendre ces fameux cas qu'on questionne justement, celui qui vend sa maison dans une ville fortifiée et celui qui se vend à un Israël. Lo, non, bater chatserim ou zdeachouza. Non, c'est les mêmes cas classiques. L'Agma dit ça, bater chatserim beidiaksibo. Ça, c'est marqué dans la Torah clairement. C'est un resir hachev, qu'une maison classique dans une ville non fortifiée, c'est comme un terrain. Amara Nachman bar Yitzhak, les karov kodem. C'est pour nous apprendre l'ordre. Karov kodem, pour dire que c'est le plus proche qui est prioritaire. Et donc, on a bien finalement le même type de raisonnement. Donc, on va récapituler parce que c'était un peu finalement compliqué. Au moins, déjà au niveau des halachot, clairement, on a plusieurs types de terrains. On a déjà 2 terrains qui, lorsqu'ils sont vendus, peuvent être cédés de 2 manières. Celui qui vend son terrain à un particulier, comme c'est une achouza, c'est quelque chose qu'il a depuis le Shoah Binoun, ce terrain lui reviendra quoi qu'il arrive au Yovel. Donc, pendant 2 ans, il ne peut pas y toucher. Après 2 ans, il peut racheter ce terrain. Il peut même forcer l'acheteur à lui vendre s'il donne l'argent jusqu'au Yovel. Et au Yovel, quoi qu'il arrive, ça lui revient. Par contre, celui qui donne au Beth Amikdash, arrivé au Yovel, il aura perdu complètement son bien. Mais par contre, il peut le racheter dès l'année 0. Tout de suite, il peut la racheter. Mais au Yovel, il le perdra. Et on a vu que dans celui qui vend donc, sa maison dans une ville non fortifiée, c'est exactement comme un terrain. Dans la ville fortifiée, par contre, c'est un peu différent. Pendant la première année, il peut libérer. Et au bout d'1 an, c'est fini. Maintenant, par rapport au fait de pouvoir racheter une partie de l'année restante ou de racheter avec un argent qui n'est pas disponible complètement, on a vu que le terrain et les maisons fortifiées ne peuvent pas être rachetées avec un argent qui n'est pas disponible. Par contre, celui qui est Magdish, on a pu penser que c'est pareil, mais finalement, il y a une dracha spéciale, une gaol légal, qui fait que, exceptionnellement, celui qui sanctifie son terrain peut le racheter même s'il n'a pas l'argent qui est entièrement disponible. Et on était resté sur des questions par rapport à celui qui vend son terrain, sa maison dans une ville fortifiée, ou celui qui vend son serviteur à un juif, est-ce que les proches peuvent forcer l'acheteur à libérer ou pas? Rav Shechet avait tenté de répondre sur la maison que on ne peut pas le forcer, mais il y avait une objection là-dessus, donc on n'a pas finalement de réponse très très claire sur les 2 questions. Est-ce qu'on peut forcer ou pas? Au passage, on avait vu une marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que, lorsqu'on dit que les proches peuvent racheter, est-ce qu'ils peuvent ou est-ce que c'est une obligation? Et on a vu finalement Maskana que pour un serviteur, celui qui a un cousin ou un neveu qui s'est vendu comme serviteur à un non-juif, encore une fois, c'est sûr que c'est une obligation pour les proches de le racheter. Et par contre, si c'est une maison, si c'est un terrain, c'est une marloquette. Le Rabbi Yoshua n'est pas obligé. Selon Rabbi Eliezer, il est obligé de le faire. Et on a vu au passage exactement une marloquette Rabbi Shimon Rabbanan sur est-ce qu'on est Doresh, Tarmadekra, est-ce qu'on déduit d'Alachot, de la compréhension que l'on a finalement des psukim, et c'est là-dessus qu'on avait vu que Batar et Choma, les maisons dans les villes fortifiées, on avait une marloquette finalement, est-ce que l'on pouvait racheter avec de l'argent non disponible ou pas? C'est une marloquette Rabbi Shimon et Rabbanan. Maintenant on va enchaîner sur la suite de la Mishnah qui dit que va Nirtsa Nikne Bertia, celui à qui on poinçonne l'oreille et qui donc part après les 6 ans, qui prolonge jusqu'au Yovel. Comment il est acquis? Comment on acquiert ces dernières années? Bertia, justement par le poinçonnement de l'oreille en question. Dirti, c'est marqué Veratsa Adona Vetozon Vamartsa Varavado Loralam.
et son maître lui poinçonnera l'oreille et il lui servira à vie. Donc c'est clairement marqué dans la Torah. Avec connaître Asmo Beyovel ou Bemitat Adon. On a dit que celui qui a prolongé avec ce poinçonnement de l'oreille, il sera libéré par le Yovel, l'arrivée du jubilé, tous les 50 ans, ou de la mort du maître. Dirti, c'est marqué, va avado, le olam, il le servira à vie. Va avado, il le servira lui. C'est qui lui? Celui qui l'a acheté. Lui, vélo est à ben, vélo est à bat. Lui, pas son fils ni sa fille. Donc il n'y a pas de transmission. Le olamo chez le quand on dit à jamais, c'est pas à jamais, c'est toujours une expression pour dire le olamo chez le yovel, c'est toujours jusqu'au yovel. Maintenant, Tanora Banane. Et là, maintenant, comment faire le martsa? Comment poinçonner l'oreille? Est-ce qu'on peut prendre n'importe quel outil pour le faire? Eni la martsa. Donc martsa, c'est une sorte pas de pieu, mais un poinçon, un poinçon pour faire justement le trou dans l'oreille. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser le martsa? Il est rabot, hasol, vasira, vamachat, amkadeach, vamartev. D'où sait-on qu'on peut rajouter plein d'objets qui finalement sont pointus? N'importe quel objet qui fait office finalement d'outil pour trouer. Tamoulomar, vela karta, c'est marqué vela karta, et tu prendras. Donc tu prendras les rabots, kol davar, chez les carbillades, pour te dire finalement que n'importe quel ustensile qui se prend à la main, vela karta. Il vrai Rabbi Yosef et Rabbi Uda, c'est l'avis numéro 1. Rabbi Omer, Rabbi n'est pas d'accord. Il dit, Marsa meyuchat shel matechet. Non, si on a parlé Marsa, le poinçon, il est en fer, il faudrait que ce soit quelque chose en fer. Shel matechet, af kol shel matechet. Pareil, tout doit être en matechet. Davar acher, autre avis qui dit quoi? Ha martsea, ba martsea, c'est marqué martsea comme si c'était quelque chose. C'est pas marqué que on le fera avec un martsea, on le fera avec le martsea, le poinçon. Les avis est un martsea gadol pour te dire qu'il faut prendre. Tu peux prendre le grand poisson. Parce qu'on va dire, on verra dans la suite que quand on dit le, c'est quelque chose de connu, quelque chose de grand. En tout cas, hein, Amar Rabbi Elazar, on continue, on dit Yudan Berebi Ayadoresh, chez En Rotsim, et là, Bemelta, lorsqu'on fait la récia, on poinçonne le lobe de l'oreille. Hachamim ne sont pas d'accord, ils disent En avait livré Kohen Irsa. Nous, on a toujours entendu qu'un Kohen qui se rend esclave, on ne peut pas lui poinçonner l'oreille. Pourquoi? Car le fait de poinçonner l'oreille lui crée un défaut qui l'empêche après de servir au Beth Amikdash. Mais im Thomas Bemelta, et si tu dis que c'est dans le lobe n'est pas considéré comme étant une partie qui fait un défaut s'il y a un trou. Comment veux-tu qu'il soit manquant? Ah, Enirsa, et là, Begova chez le Ozen. Du coup, c'est la preuve que Khamim ont que finalement c'est dans le haut de l'oreille, dans la partie osseuse de l'oreille, qui est une partie donc du membre de l'oreille, alors que le lobe est une peau morte. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on a une marloquette. Est-ce que finalement on le fait dans le lobe ou dans la partie supérieure de l'oreille? Maintenant, sur la première partie, on a dit qu'on a une marloquette. Est-ce qu'on utilise n'importe quel ustensile ou d'Afka un ustensile en fer? Un il dit parce que c'est marqué Vela Karta tu prendras, l'autre c'est marqué Martia c'est en fer. Alors les deux utilisent des mots qui sont écrits. Pourquoi l'un accorde de l'importance au verbe et l'autre il accorde de l'importance au COD? Mais Mike a mis plagué. Quelle est la raison de leur marloquette? Des rabbi d'Aresh Klalé ou Praté. Lui, le premier rabbi, il est d'Oresh, le deuxième plutôt, il est d'Oresh Klal ou Prat. C'est un mode de limoud. Mais la kartar, c'est quoi Klal ou Prat? C'est lorsque l'on a la Torah qui nous donne une possibilité, après qui restreint et après qui élargit. On a deux manières de comprendre. Klal ou Prat ou Klal, ou c'est ribouille ou miaout. Et en fonction de cela, on fera à la fin, celui qui dominera, ce sera soit le cas du milieu, soit le cas de la fin. Et ça changera tout. Ve la karta Klal. Quand tu dis tu prendras, ça s'entend que tu peux prendre n'importe quel objet. Après, quand tu dis martsea, un poisson, c'est une manière de préciser le type d'objet. Donc c'est que un poisson et pas autre chose. Prat. Et après on dit beozno badelet, hazar avec kalal en disant que il frappera sur l'oreille et sur la porte. C'est venu généraliser. Donc on a finalement un verset qui nous dit tu prendras, ce qui a l'air de dire d'ouvrir à toutes les possibilités. Après on dit le poisson, donc finalement quelque chose de très précis. Et après on dit quelque chose de général. Finalement, qu'est-ce qui est important? C'est pas forcément que l'un ou que l'autre, c'est un mélange de tout ça. Mais comment on fait le mélange? Et c'est là où on a une marloquette. Klal ou prat ou klal. Si tu fais klal ou prat ou klal, et à ta donné la kaïda perat, tu donnes l'importance à celui qui est au milieu, le prat, le détail. Ma perat mefourash, shel matechet, af kol shel matechet. Donc finalement, c'est quoi ce qui est au milieu? C'est le poinçon. Mais le poinçon, un peu élargi. Mais essentiellement, c'est le prat. C'est le prat essentiel, c'est le poinçon. Mais comme on a mis avant et après une généralité, c'est-à-dire que pas que le poinçon lui-même, mais tout ce qui ressemble, tout ce qui est en fer. Par contre, Rabbi aussi, le premier avis, Rabbi Uda qui pense quoi? Il pense que Darché, ribouillé ou miaout. Tu fais ribouille ou miaout. Et là-bas, quand tu fais ribouille ou miaout, là-bas,
tu vas selon le ribouille. Mais la carte riba, martse ami'et, non badelet haza veriba, riba ou mi'et veriba, riba est à col. Lorsque tu as un ribouille, on rajoute. Après, on restreint et on rajoute et qu'on fait ribouille ou mi'out. Finalement, l'essentiel de la halakha, c'est le ribouille. C'est que finalement, tout est autorisé. Ah, s'il y a tout de même au milieu quelque chose de précis, c'est pour dire que c'est tout sauf une exception. Maï, Rabbi, c'est Rabbi kolmile. Donc ça vient rajouter kolmile. Maï mi'et, qu'est-ce que ça vient enlever? Mi'et, sam, c'est pour dire qu'on ne peut pas faire ce trou avec un produit, avec un médicament, avec quelque chose qui fait le trou dans. Ouais. Donc ici, finalement, on a deux méthodes, klal ou pratoklal, ribouille ou mi'out. Et dans les deux choses, on va soit finalement dire que tout doit ressembler à ce qu'il y a au cas particulier. Donc c'est le cas particulier à peine élargi. Ou est-ce que non, c'est tout, mais à peine restreint par le cas du milieu. Donc c'est deux visions totalement différentes. Maintenant on a dit ha-martsa marmar, ha-martsa lavi martsa agadol. C'est pour dire qu'on peut utiliser un grand poinçon. Maï mashma kedamar rava, comme a dit Rava. Ha-yarech, lorsqu'on dit que justement, que pourquoi les Bnei Israël ne mangent plus le nerf sciatique, qui est akaf ha-yarech, qui est sur la paume entre guillemets de yarer de la hanche. C'est quoi la hanche? Yarer, c'est la miumenet. Chez Yarer, c'est la plus importante. C'est quoi? C'est la droite justement. Achanami, marsam yochad memarsain. C'est pour dire qu'on peut utiliser, on doit utiliser le plus important des poinçons. Maintenant, Marabi Lazar, Yudan berabi ayadoresh shegen rotzin en rotzim ela bemilta. On a vu le premier avis qui disait qu'on le fait sur le lobe de l'oreille. Rami omrim en aved ivri kohen yirsa mifne shnasa ba'almum. C'est pas possible que ce soit le lobe, parce que nous on sait qu'on ne peut pas le faire à un kohen. Or, le Kohen ne sera Baalmoum avec un défaut que si c'est ici. Et assez Baalmoum, la Gemara dit attends, et pourquoi on ne pourrait pas le rendre Baalmoum? Qu'est-ce qui pose problème? Maintenant que tu as la marque là-dessus, mais pourquoi on ne pourrait pas le rendre Baalmoum? Puisque finalement, regardez, Amaraba Barbashila, Amarkra Veshav El Mishparto. Parce que c'est marqué que le Kohen, quoi qu'il arrive, le fait d'être Eved, c'est interdit. Et en plus, on verra par la suite qu'on peut lui donner une femme interdite. Donc pourquoi c'est un problème? C'est parce que c'est marqué Veshav El Mishparto, il retournera vers sa famille à la fin. Et là-bas, les Mourzak chez Mishparto, il faut qu'ils reviennent dans la situation qu'il avait. S'il était Kohen et que tu le renvoies à Baalmoum, qu'il a un défaut, avec un défaut, il ne pourra plus être Kohen au sens classique du terme. On a vu que dans certains cas, lorsqu'il arrivait avec déjà une femme et des enfants, le maître pouvait donner à son serviteur une femme non-juive, une servante non-juive. Est-ce que l'on peut le faire aussi pour un Kohen qui, au niveau des interdits des mœurs, est plus strict que l'Israël? L'Israël n'a pas le droit aussi à une chifra kenanite, mais par ailleurs il est moins strict. Donc Ridushu, Loshna Kohanim, Veloshna Israël, puisqu'à partir du moment où la Torah a autorisé quelque chose d'interdit, ben c'est un Ridush, on ne fait pas de différence entre un Kohen et un Israël. Odilma, Shane Kohanim, Oil, Veriva, Baenakatu, Mizotier, Torah, peut-être que les Kohanim c'est spécial, parce qu'ils ont des misotes particulières par rapport aux interdits, les femmes divorcées, les femmes qui sont psoulotes. Rava Marmuta, Ushmuel Amaraso, Marloket Rav Shmuel. Malher Anachman et Rav Anan. Et Rav Nachman a dit à Rav Anan, dit qui a vu tout Bémar Shmuel, lorsque vous étiez en train d'étudier avec Shmuel. Biskumdre Italitu, est-ce que vous avez joué au dé? Est-ce que vous avez joué c'est un jeu pour dire en gros, vous n'avez pas assez étudié avec Shmuel parce qu'il y avait une question à lui poser. Maïtama Lotim Roulé Meha. Pourquoi Shmuel disait que c'était assourd de donner une servante non juive à un Kohen et pourquoi vous n'avez pas objecté cette question simple? C'est quoi? Tu vois bien que les Chachamim ont dit que pourquoi on sait que le poinçon se fait dans le haut de l'oreille, c'est parce qu'on sait que le Kohen ne doit pas être Baalmoum. Et si tu penses, toi, Shmuel, qu'on ne peut pas donner une servante non juive à un Kohen, c'est qu'on ne peut pas, pour sa avdout, lui faire transgresser un interdit de la Torah, du coup, tu vois bien qu'en tout cas, le fait qu'on dise qu'on ne peut pas lui poinçonner l'oreille en haut, c'est la preuve qu'en tout cas il peut prolonger. Or, quand il prolonge le avec, qu'est-ce qu'il dit? J'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants, mais la femme que mon maître m'a donnée justement. Et je veux rester Aved. Et donc on voit que du fait même que la discussion entre Chachamim et Yudan, le fait que cette discussion porte sur le fait de quand le Kohen est prolongé, est-ce que l'on poinçonne l'oreille ou pas, on voit bien qu'en tout cas, on peut lui prolonger. Or, prolonger le Haven, c'est forcément ce qu'il dit j'aime ma femme que l'on m'a donnée, donc forcément qu'on peut lui donner. Donc du coup, la Gemara objecte ici tout vélomidé. La Gemara dit il n'y a pas de réponse à cela. Et la Gemara, dans la suite, posera la même question est-ce que l'on peut donner, est-ce que la halakha de Yefat Toar, est-ce que la femme que l'on trouve en état de guerre et que la Torah autorise de manière exceptionnelle, est-ce que cette exception-là aussi est faite aussi pour le Kohen ou pas? Et est-ce que c'est pour la première relation ou la deuxième? On verra ça
dans le DAF qui sera enregistré si Dieu veut aujourd'hui pour Shabbat.